Bonjour à tout le monde. Donc Charles Pavio, je suis le directeur sportif des Caïmans. Merci à Soufiane, merci à Reda pour avoir permis cette collaboration. Alors, on est très content de pouvoir participer ou aider au développement du football américain au Maroc. Et notre club a vraiment la volonté de pouvoir s'associer avec vous, puis aider au développement. Je voulais remercier pour commencer les deux jeunes quarterbacks du club qui ont participé aux vidéos, Maël qui a 14 ans et Alexis qui a 15 ans. Ce sont deux jeunes quarterbacks qui nous ont rejoints cette année, qui sont donc rookies dans leur première année à ce poste, mais qui n'ont pas encore pu faire de match, parce qu'on n'a pas encore fait de match en France. Et enfin, je voulais vous remercier et vous féliciter pour l'initiative de proposer des cliniques réguliers là, pendant ce mois du Ramadan. Je pense que ça sera hyper bénéfique pour tous vos entraîneurs et pour tous vos clubs. Voilà, alors on est parti. Même si j'ai un problème d'ordinateur là, puisque ça ne s'affiche plus. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Non, tu es sur la page de Zoom. Là. Oui, on voit votre écran, mais vous êtes sur le lien Zoom. Maintenant, c'est bon. Ça fonctionne ? Ok. Oui. Comment ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui. Je suis désolé parce que mon ordinateur est également assez lent et j'ai fait des tentatives, j'ai fait des essais avant de me lancer. Alors voilà, on va aborder aujourd'hui sur les fondamentaux et les basiques du quarterback 5 aspects. D'abord la technique individuelle, la mécanique du lancer. En fait, il s'agit de la gestuelle. On verra en vidéo pas mal d'exercices, du warm-up, des mécaniques de lancer et de déplacement, des choses qui sont faciles à mettre en place. On verra également en troisième partie comment structurer son entraînement en partant du warm-up et en allant jusqu'au 11 contre 11. On verra également les différents types de drop-back et de remise en fonction qu'on soit sous le centre ou en shotgun. Et puis, sur la fin, en 5 parties, on abordera la partie un peu plus tactique qui comprend les couvertures et puis quelques exemples de concepts. Donc, sur la mécanique du lancer, on va voir la prise du ballon, la position du poignet, la position qu'on appelle pré-passe, la préparation, ce qu'on appelle le point zéro, et je reviendrai évidemment là-dessus en détail, puis le lancer et la finition du lancer. Alors, la prise du ballon. Ce qui est très important, déjà, on commence par avoir, comme on voit sur la photo de droite, le pouce qui est à la perpendiculaire par rapport au ballon. On veut que ça forme ce qu'on appelle la poche de la paume, étant donné que la paume ne doit jamais être en contact avec le cuir du ballon. Donc, il doit y avoir un espace qui est visible et qui est naturel lorsque l'on place bien son pouce à la perpendiculaire. Ensuite, l'index va être positionné environ à 2-3 cm de la pointe du ballon et la jointure de l'index va être dans l'alignement avec la couture du ballon, la couture qui sépare deux panneaux du ballon. L'annulaire va être le seul doigt qui va être en contact et qui va recouvrir le lacet. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Le petit doigt va venir se caler juste sous la couture. Ça va permettre d'avoir le nez du ballon qui pointe vers le haut naturellement. Si vous recouvrez le lacet avec votre petit doigt, ce qui risque d'arriver, c'est que lorsque vous allez lancer, vous risquez d'avoir un mouvement du petit doigt qui envoie la couture vers le bas et qui va faire que le ballon va pointer vers le bas. Donc, en gardant toujours le petit doigt sous le lacet, on a cette position qui est naturellement haute et on ne risque pas
de faire revenir le ballon vers le bas au dernier moment. Donc voilà, on voit sur les photos une illustration de ce geste-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. Merci. Ok. On est bien. Moi, je ne vois pas en même temps le. Si, je vois. Je ne sais pas si les personnes qui sont connectées sont joueurs ou entraîneurs, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'arrêter et à me poser des questions. Je serais vraiment content de vous répondre. On va voir ensuite la position du poignet. Alors, il faut que lorsque l'on prépare son ballon, on casse le poignet vers soi. C'est-à-dire que c'est un geste qui va amener le poignet naturellement dans l'axe du bras. Ainsi, on va éviter tout mouvement parasite. Parce que si votre poignet est souple, vous risquez, au moment où vous préparez votre geste, d'avoir un geste parasite, des rotations qui vont faire qu'on ne sera pas précis. Le fait de casser le poignet vers soi va bloquer le poignet et on va même le ramener légèrement à l'extérieur. Donc, on le voit sur les photos, le poignet est cassé. Donc, si je prends mon poignet, je prends mon ballon, je casse le poignet vers moi et légèrement vers l'extérieur. Et je vais garder cette position pendant tout le temps de la préparation. On va gagner en précision. Ça va améliorer la rotation, ça va améliorer la puissance et ça va améliorer la précision également. On aura un geste qui sera plus constant. Ensuite, on va voir la position pré-passe, c'est-à-dire la position avant de démarrer, la mécanique du lancer. On voit sur les photos de profil et de face. La première photo, celle du haut, nous montre qu'il faut pousser le ballon sur le numéro arrière avec la main libre, la main qui ne lance pas le ballon. Ce n'est pas le bras qui amène le ballon, ce n'est pas le bras qui porte le ballon, qui l'amène vers lui, c'est la main non lanceuse qui pousse le ballon vers le back number, donc le numéro arrière. On ne peut pas avoir le ballon au-dessus de l'épaule, on ne va pas l'avoir en dessous, on veut l'avoir vraiment aligné à l'épaule et aligné sur le numéro arrière. Le coude va être au niveau de l'épaule, pas en dessous, pas au-dessus, mais vraiment bien aligné sur nos deux épaules. La pointe du ballon va regarder légèrement vers le bas. On ne veut pas avoir le ballon pointé en haut, on ne veut pas non plus l'avoir contre soi, mais un ballon qui va être à 45 degrés, à regarder vers le bas. Ensuite, on veut avoir le dos droit. Ça, c'est très important. Le dos droit, pourquoi? Parce que vous pouvez le faire chez vous. Il y a des carrières qui ont tendance, avant de lancer la balle, à avoir les épaules qui sont inclinées vers l'avant. Et si vous le faites debout, vous verrez que lorsque vous envoyez la hanche, si vous avez les épaules qui regardent vers le bas, votre bassin arrière va s'incliner. Et c'est très mauvais pour le lancer. C'est très paradis. Le fait d'avoir le dos droit et d'être bien gainé va faire que lorsque vous allez ouvrir la hanche, votre bassin va rester au même niveau et bien aligné entre la partie avant et la partie arrière du bassin. C'est ce qui va donner la puissance. Si vous ne le faites pas, ce qui va arriver, c'est que naturellement, le bassin arrière va descendre, donc l'épaule arrière va descendre, donc le geste, le ballon va partir vers le haut, il sera mal contrôlé. L'épaule, du côté du bras qui ne lance pas, est toujours orientée vers sa cible. Donc, on dit qu'on a un œil sur l'épaule et dans la position prépasse, juste avant de lancer d'armer le ballon, cette épaule, et on verra qu'il y a également le pied du même côté, doivent être orientés en direction exactement de votre cible, donc du receveur. La base doit être large, c'est-à-dire que les pieds sont à l'extérieur des deux hanches. Les genoux légèrement fléchis, les pieds parallèles, et comme on voit sur la photo du haut, les hanches, si on termine les hanches du bas, les hanches viennent à l'intérieur des talons.
Et vous verrez que ça a une importance. Ça a une importance après pour éviter de faire un grand mouvement avec les jambes. Elles sont déjà naturellement en place. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à amorcer l'ouverture du pied et de la hanche. Les pieds vont être parallèles. Et sur la photo, c'est pas exactement ça. On voudrait avoir les pointes de pied très légèrement alignées vers l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive ensuite à la préparation. Donc, on a été en position de prépasse. Là, maintenant, on va avoir un mouvement du pied en direction du receveur vers la cible, toujours bien en direction du receveur. Et c'est la rotation de la hanche. Donc là, ici, sur la photo, ça va être la hanche gauche, la hanche arrière. C'est la rotation de la hanche qui va initier le lancer. C'est pour tous les lancers, de poids, de javelot, de disque. Dans un lancer, c'est toujours la hanche qui initie le lancer et ensuite la rotation de haut de corps qui termine le lancer. Donc, on envoie la hanche pour commencer et en même temps qu'on ouvre le pied, qu'on envoie la hanche, en même temps, on va séparer, on dit qu'on va séparer la main du ballon et on va amener son bras en L sans passer le ballon en dessous l'épaule, sans que ce soit le bras qui amène le ballon, c'est le corps qui va se séparer du ballon. Et donc, c'est le corps qui va avancer et la balle qui va monter. On dit qu'on a le bras en L. Ce geste-ci. La pointe du ballon, le nez du ballon, doit regarder vers l'arrière. On ne veut pas avoir un geste où le ballon regarderait déjà vers l'avant parce qu'on perdrait totalement l'effet du fouetté et de la rotation. Je vais vous le montrer en vidéo sur le slide suivant. Donc, on voit que les pieds, la base est large, les pieds sont à l'extérieur des hanches. Le ballon est sur le numéro arrière, le coude est bien aligné aux deux épaules. L'épaule opposée regarde la cible. Et au moment du lancer, le joueur envoie la hanche. C'est la hanche qui commence le lancer. Je vais vous le remontrer plusieurs fois. C'est la hanche qui commence le lancer. Et la main, là pour le coup, la main gauche, puisque le joueur est droitier, la main gauche qui pousse le ballon vers l'arrière. Ensuite, il y a la séparation et le lancer. On va voir ensuite une notion qui est très importante et qui s'appelle le point zéro. Le point Monsieur, zéro, oui. j'ai une petite question, ou juste, c'est juste un point. J'apprenais à mes élèves de faire reculer le ballon avec la main droite pour les lanceurs avec la main droite pour avoir la position en L, mais maintenant je pratique une petite technique qui m'économise un peu d'énergie, c'est de le pousser avec la main gauche pour le retourner en position L. De avoir une petite frappe ou un petit levier pour pousser le ballon, pour pouvoir reculer en position L, pour un peu alléger l'épaule, pour ne pas avoir plus de pression pour l'épaule. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un petit peu, lorsqu'on est en Je tape avec la paume de la main gauche, pam, pour retourner le ballon. En fait, ce qu'on veut, c'est effectivement pousser avec la main non lanceuse le ballon vers la position la plus reculée possible, jusqu'à ce que le corps bloque, jusqu'à ce que votre corps soit bloqué. Hein, votre bras ne pourra pas aller plus loin ni plus haut. Cette main va pousser le ballon et au moment où vous allez ouvrir la hanche, que votre corps va faire une rotation, le bras va juste basculer. C'est juste une rotation de l'épaule.
Oui, et le poignet cassé, tout est figé en fait. Hein. Il n'y a plus de mouvement là. À partir de là, il n'y a, y a aucun mouvement parasite avec le bras. On va pousser et au moment où on va juste ouvrir le bras en L, on ne va même pas le tirer vers l'arrière en fait. On va juste l'ouvrir en L, il va faire une rotation au niveau de l'épaule et c'est à ce moment-là que le corps, lui, avance et en réalité, on ne tire pas le ballon vers l'arrière, on ne fait que faire une rotation au niveau de l'épaule tout en avançant le corps. Et c'est ce qui crée, bon déjà, il y a besoin d'un petit élan pour lancer le ballon, et c'est ce qui ouais. va créer la séparation avec le corps. Ce qui peut être néfaste, c'est quand les joueurs séparent le ballon avant même d'ouvrir la hanche. Car là, du coup, ils se retrouvent très souvent de face, il n'y a plus de rotation, ils se retrouvent de face et on pourrait assimiler ça à un lancer de javelot, si vous voulez. Donc, Ouais. pour avoir de la puissance et amener beaucoup de vélocité dans votre ballon, vous allez voilà, pousser jusqu'à ce que votre corps, votre épaule ne puisse, de toute façon, votre épaule lanceuse ne puisse plus aller en arrière. Et là, on sent que on dirait que c'est comme une arbalète qui est tendue ou un arc qui est tendu. Il ne peut pas aller plus loin. On est au maximum du côté élastique de l'épaule et on ouvre avec la hanche et la séparation se fait naturellement. Oui, c'est bien, c'est bon. Je ne sais pas si ça vous parle, Oui, si c'est c'est bon, c'est explicite. bon. Oui, merci beaucoup. Vous trouverez, je fais cette référence maintenant, vous trouverez, la, je pense, être la meilleure mécanique de lancer par un coach qui s'appelle Darin Slack, qui a fait énormément de vidéos sur sa chaîne YouTube. Tout est en anglais, mais il explique ça parfaitement avec des raisonnements biomécaniques et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, donc, Merci. je vous incite, je vous en prie, je vous incite à aller consulter son site. On passe au slide suivant. Donc, on était ouais, sur le point zéro. Oui, Voilà, donc le point zéro. Donc, c'est le coude. Hein, c'est bien votre coude qui doit mener le lancer. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit bien placé. Un mauvais alignement du coude va évidemment donner de mauvais lancers avec peu de précision ou peu de force, mais peut aussi être une source de blessure à long terme pour le quarterback. Et très souvent, lorsqu'un quarterback a mal à l'épaule ou mal au coude à la fin d'une séance, il y a une raison. Cette raison, elle est biomécanique. Ce n'est pas parce qu'il a forcément trop lancé, mais c'est une raison qui est biomécanique. Et pour corriger ça et pour avoir un lancer parfait, on va utiliser le point zéro. Et le point zéro, c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche. C'est le moment où on a armé le bras et que l'on a l'humérus, l'os du bras, qui est dans l'alignement avec l'omoplate. Et c'est un angle qui est naturel, un angle du corps qui est naturel. On voit qu'on est un peu au-delà des 90 degrés d'ouverture sous le bras. Et le coude ouvre légèrement vers l'extérieur. Et c'est vraiment le geste naturel finalement pour le corps pour un lancer. Et donc, à un moment donné dans votre préparation, le bras va passer par ce fameux point zéro. Et ensuite, les choses s'enchaîneront naturellement, facilement. Je vous le montre en vidéo. Donc là, on voit que il est au milieu de sa préparation. La balle était déjà amenée vers l'arrière. S'il vous plaît. Voilà. Vous voyez sur la vidéo. C'est le coude qui mène le lancer. Le bras est dans l'alignement de l'omoplate. Et ensuite, on va arriver au point suivant, qui est le geste de la hache, qu'on peut aussi appeler le geste catapulte. En fait, l'idée, c'est quoi? Pourquoi utiliser cette image-là? C'est parce que le lancer doit être vertical. C'est un mouvement vertical. Ça ne doit pas être une rotation sur le côté. Hein, si vous ne passez pas par le point zéro et que votre coude passe sous l'épaule, vous allez avoir un geste rotatif, donc passer par le côté, d'où des phénomènes de blessures musculaires au niveau
de la ceinture scapulaire, des problèmes aussi de précision et de puissance. Donc, une fois qu'on arrive bien sur ce point zéro, c'est très facile ensuite d'avoir un geste qui est vertical, de haut vers le bas, un peu comme un smash de volley ou un service de tennis. Hein, c'est des gestes qui se ressemblent finalement. Donc, le quarterback va avoir ce geste qui va être vertical, de haut vers le bas. Et pour finir le geste, on aura cette extension du poignet. Donc, ce poignet qui est toujours en position cassée, qui n'a toujours pas bougé, il est resté figé jusqu'à ce qu'on termine complètement ce mouvement de hache, ce mouvement catapulte, et qu'au tout dernier moment, il y ait une extension du poignet et ce qu'on vous voyez sur le slide, le fouetter, on appelle fouetter vers l'extérieur. On fouette le ballon vers l'extérieur et l'index est le dernier point de contact avec le ballon. On voit parfois des quarterbacks qui terminent le geste vers l'intérieur. Il faut proscrire ça absolument. Donc, geste vertical, extension du poignet et fouetter vers l'extérieur. Et ensuite, on va voir qu'on finit le geste. Excusez-moi, c'est un peu long. On finit le geste avec donc la main sur la cuisse opposée. Évitez d'avoir la main qui termine à l'extérieur du corps, car si vous terminez à l'extérieur du corps, ce sont vos épaules qui vont basculer sur le côté et, encore une fois, la conséquence de ça va être de manquer de précision. Donc, idéalement, on veut toujours terminer la main sur la cuisse. À l'intérieur, sur la cuisse, c'est pas très grave, mais évitez de finir à l'extérieur. Puis, vraiment se concentrer à ce que le quarterback ne regarde pas le ballon en l'air, mais regarde sa cible. Avec des jeunes quarterbacks, c'est pas évident parce qu'ils sont très concentrés sur la rotation du ballon, la qualité du lancer. Il faut toujours avoir les yeux sur la cible et ne pas réfléchir à la rotation du ballon dans l'air ou ces choses-là. Ça peut amener aussi des défauts de lancer. Avant qu'on passe sur des exercices en vidéo, est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Ok. Alors, on va voir là maintenant différents exercices. Alors, des exercices pour le warm-up avec Elastiband, des exercices toujours dans le warm-up pour le dos, des exercices sur tout ce qu'on a vu là précédemment, mais maintenant détaillés sur plein de petits drills à faire à chaque entraînement, sur la mécanique de lancer, sur la gestuelle, et puis également pour finir votre échauffement, des exercices de déplacement. Alors ça, c'est des choses qu'on fait nous à chaque entraînement. Donc quand les joueurs arrivent à l'entraînement, ils sortent un élastique, commencent par cet exercice pour travailler la ceinture scapulaire. Est-ce que vous connaissiez déjà ces exercices-là peut-être? Oui. D'accord, vous les pratiquez? Pas souvent, mais en entraînement individuel. Oui, très bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de demander au QB de venir peut-être 10 minutes avant s'ils le peuvent, ou que ça fasse partie de leur réchauffement à part, mais de faire ça à chaque entraînement. À chaque entraînement, avant de lancer la balle, c'est vraiment important. Nous, notre manière d'échauffement, c'est un entraînement dynamique, c'est un peu les passes et tout, mais des fois, ça crée des blessures au début de la séance parce que l'épaule n'est pas assez échauffée pour débuter les lancers. Ben, c'est ça. Et c'est pour ça Oui, que on doit pratiquer ces étirements ou ces échauffements au début de la séance, peut-être. ouais, c'est Il le important. faut. Sinon, c'est comme un sprinter qui ne s'échaufferait pas les jambes avant de faire des sprints. Le quarterback, son bras, c'est son instrument de travail. Et donc, il y a le bras, il y a l'épaule, il y a le dos. Et rien ne doit être négligé. Donc, il faut absolument qu'ils prennent environ 15 minutes. Et je vais vous montrer sur les petites vidéos. Ça prend 15 minutes pour être vraiment bien échauffé. Donc, exercice Oui, d'élastique. merci. Je vous en prie.
Donc, rotation vers l'intérieur. On voit que le coude est serré, collé contre les côtes. On va ramener à l'extérieur complètement jusqu'à refermer complètement le bras qui vient sur le bras opposé. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse tension. Ce n'est pas la peine de le faire avec quelque chose de dur. L'important, c'est qu'il y ait une petite résistance. Là, on voit l'exercice complémentaire. Donc, ouvrir jusque sur le côté. Alors là, il pourrait l'ouvrir un peu davantage. Ouvrir un peu davantage. Ensuite, on a un exercice de traction. Là, on va travailler les fibres de l'épaule en fait, qui sont devant. Là, sur l'exercice précédent, on était sur les fibres qui sont sur le côté, vraiment ici. Maintenant, cet exercice-là va nous faire travailler les fibres qui sont en avant de l'épaule. Et puis, sur l'exercice qui est complémentaire, on va venir travailler les muscles qui sont à l'arrière de l'épaule. Donc, vraiment sur la partie arrière ici. Qui viennent refermer vraiment sur l'omoplate. Je dirais qu'il faut faire 20 secondes de chaque. 20 secondes de chaque, c'est bien. Je vais passer à la page suivante. Toujours des exercices avec élastibande. Là, maintenant, on va travailler vraiment toute la fibre qui rejoint jusqu'au bas de l'omoplate. On va énormément solliciter, parce qu'on va solliciter tous les muscles fléchisseurs et extenseurs de l'épaule lors des lancers. Et puis là, on va être également sur le travail de triceps. Et pour finir, un exercice qui fait travailler les obliques. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va faire un travail dont la procédure est la suivante. On prend le terrain en largeur, donc 50 mètres environ, et on le divise en deux. Ça fait deux longueurs de 25 mètres. On commence avec les bras, position paume vers le ciel, et on va faire sur 25 mètres en marchant, le dos droit, c'est très important, les bras en T, vous voyez, donc vraiment à hauteur d'épaule, pas au-dessus, pas en dessous. On va commencer par des petites rotations vers l'avant, des petits moulinets, en marchant sur 25 mètres. Arrivé au bout de 25 mètres, le quarterback se détend un peu les épaules, ça prend quelques petites secondes, et il repart sur un nouvel exercice sur 25 mètres, le même, mais cette fois-ci en faisant des petits moulinets dans l'autre sens, moulinet arrière. Arrivé aux 50 mètres, pareil, on se détend un petit peu, on fait demi-tour, on est reparti pour 25 mètres, et cette fois-ci, on va faire élévation. Alors, on veut avoir les mains qui se touchent au-dessus de la tête. Toujours en marchant. Arrivé au milieu de terrain, voilà, nouveau, le quarterback se détend un petit peu les épaules. On inverse les mains, cette fois-ci, on les met vers le bas, et on va remonter les bras vers le haut. Alors là, on va toujours être vigilant que les bras soient dans l'alignement du corps, pas devant, ni trop en arrière, mais vraiment alignés avec le pectoral et les deux coudes. Et ensuite, deux derniers exercices pour finir l'échauffement du dos. Là, c'est pareil, on vient amener les bras au niveau de l'alignement avec les pectoraux et on referme la porte. On pourrait appeler ça le papillon, par exemple. Je n'ai pas de nom pour ces exercices-là, je m'en excuse. Le dernier, c'est les bras qui montent, vous voyez, bras tendus vers le haut et vers le bas. Alors, ces exercices-là, en fait, moi, je les ai vus sur l'échauffement de Carson Wentz en NFL, aux Eagles. Les QB, là-bas, en 2016, commençaient avant la pratique, faisaient cet échauffement. Et je l'ai essayé, je l'ai fait faire avec mes QB, j'ai essayé moi-même, et franchement, je trouve que c'est hyper efficace parce qu'on mobilise tous les muscles du dos, après avoir mobilisé tous les muscles de l'épaule, et là, on peut dire que vraiment le quarterback est prêt à assumer une séance de lancer. Maintenant, on va passer à des exercices qui travaillent la gestuelle. Donc, on va revoir les différents points que nous avons vus tout à l'heure.
et maintenant, cette fois-ci, avec des drills qui leur sont associés, la fléchette. Alors, on commence avec le ballon sous le menton, le poignet est cassé, on va travailler le fouetté. En fait, on travaille le dernier mouvement du geste. On va travailler le fouetté avec cet index qui est le dernier point de contact. Et vraiment, on veut voir que le quarterback termine avec la main qui fouette le ballon vers l'extérieur. On va revoir la même chose de face. Voilà, l'idée, c'est voilà, travailler ce petit fouetté. Ensuite, on va travailler la verticalité du geste, ce qu'on a appelé la hache. Vous le trouverez sous le nom de catapulte ailleurs également. Donc, on est en position de face. On commence avec le bras au point 0 et on veut travailler la verticalité et évidemment le fouetté de poignet pour terminer le geste. On va le voir également de face. Voilà. Chaque exercice peut être réalisé environ sur une période de 1 minute 30. Les exercices suivants, si ça va bien arriver, voilà, c'est l'accélération du coude. Bon, ressentir cette accélération lorsqu'on lance la balle. Donc, en fait, on part toujours avec le ballon bras tendu au-dessus de la tête et au moment d'initier le mouvement, c'est le coude qui descend, qui va vers l'avant et qui accélère le geste. On ne veut pas que ça tombe, on veut que ça mène le lancer vers l'avant. Encore un exemple ici, de face. Voilà. Ensuite, on va travailler des rotations de l'épaule. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mouliner un petit peu avec le bras. 3 mouvements de rotation, puis position de trépasse, point 0. On lance la balle et on est toujours sur le fouetté. Mais là, vraiment, on est sur des petits mouvements de rotation d'épaule. Les quarterbacks ont besoin de ressentir leur lancer. Je pense que c'est très important aussi qu'ils commencent une séance en étant confiants, en ayant pris de la confiance pendant l'échauffement. C'est beaucoup de toucher. C'est un ressenti qui est très fin lorsqu'on est quarterback. On doit avoir un ressenti très fin avec son ballon. Et ce moment que l'on prend sur l'échauffement et tous ces petits exercices de précision vont permettre évidemment un échauffement musculaire, articulaire, mais aussi pour le quarterback de prendre de la confiance dans ses lancers, de se sentir à l'aise et savoir que quand il va commencer à lancer pour de bon avec des receveurs, voilà, il va déjà être à l'aise. Il n'y aura pas d'hésitation. Ensuite, on va commencer à travailler quelque chose qui est fondamental, c'est le gainage abdominal. Si un quarterback n'est pas bien gainé au moment du lancer, il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas de vélocité, il n'y aura pas de transfert de poids de corps vers l'avant. Donc, il y a quelques petits exercices qui permettent cela. On commence avec le leg kick. Je suis désolé, ça rame un peu. Bon, vous allez le voir, on est sur une jambe et on fait le balancier avec le ballon. Voilà. L'idée, c'est de ressentir ce gainage. Quand vous faites cet exercice-là, ça demande de la stabilité. Et pour être stable, et on voit qu'il a du mal, hein, il en a fait 3 et il pose le pied au sol, on fait glisser le ballon le long du pec. Et plus on va être gainé, plus on va être capable de résister, de rester sur cette jambe d'appui et de faire du gainage abdominal. Exercice suivant. Donc les deux sont complémentaires entre le 45 degrés et le 180 degrés. On travaille nos hanches. Donc vous voyez que là, on va vouloir faire ressentir au quarterback qu'il y a vraiment une traction des abdominaux au moment du lancer et que entre le bassin et la cage thoracique, c'est relié par les abdominaux et il doit ressentir qui sont tous sous tension. Donc, on met le pied côté lanceur à 45 degrés
on lui demande d'effectuer son mouvement et la rotation qui est faite, en étant vraiment contracté au niveau des abdos, ça leur permet de les préparer pour les lancer. Donc, vous l'avez de face, vous l'avez de côté. Pardon. Donc, le pied lanceur à 45 degrés, les deux athlètes. Alors, on a un gaucher, on a un droitier. Hein, c'est pour ça qu'ils sont orientés comme ça. Maël est gaucher et Alexis est droitier. Et puis ensuite, exercice où on se met à 180 degrés, un peu comme si on était sur une planche de skateboard, je dirais. Et là, on veut, si ça veut bien se lancer, on veut faire une rotation des épaules à 180 degrés. Voilà. Vous voyez cet effort-là, cet effort qu'on demande lorsqu'on sollicite les abdominaux à ce moment-là, on les met vraiment sous tension. Et là, l'athlète ressent complètement le mouvement. Ensuite, dernier exercice, hitch step. On va vouloir envoyer le pied arrière en premier et faire lancer le joueur. Donc là, on a toute la préparation qui est faite. Hein. C'est vraiment le lancer, je dirais, quasiment complet. Mais avec toujours le hitch step, le pied arrière fait un petit mouvement vers l'avant, initie le lancer. Et puis après, on a toute la mécanique qui se met en place. Le pied avant qui pointe vers le receveur, la hanche qui initie le mouvement et le mouvement complet qui se met en place. Pas de questions par rapport à ça? On est bon, merci. Okay. Alors, donc, ensuite, dernière phase de l'échauffement, ce qui va concerner les déplacements. Donc, premier exercice, on met des plots tous les 50 cm. Et avec deux quarterbacks, c'est facile. On peut aussi être un quarterback et un coach. L'idée, c'est d'être sur ce premier exercice genou haut. À la sortie des plots, on set les pieds, c'est-à-dire qu'on se met position de lancer, pointe de pied vers la cible. Hein, on dit qu'on set le corps. Vous voyez que sa préparation est toujours le coude haut, que le dos est droit. Les regards est sur la cible. On se tourne, on set et on finit le lancer. Ensuite, toujours avec nos plots, on va faire l'exercice de shuffle. Où là, c'est vraiment quick fit. C'est du travail de déplacement dans la poche. Toujours la même chose. Quand je sors du dernier plot, je set mes pieds. Le dos est droit, les abdos sont contractés. Mon épaule non lanceuse regarde la cible et je lance la balle. Alors, ce n'est pas des drills où on va lancer des ballons de manière puissante. L'idée là, c'est qu'on travaille vraiment le bas du corps. Travail de déplacement dans la poche. Une dernière fois. Shuffle drill, set et lance. On va travailler le hitch step. Donc, on va positionner des plots tous les 3 yards à peu près. Et on va se déplacer en diagonale et en multipliant les changements de direction. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à chaque fois, on veut tourner nos hanches en direction de la cible. On pourrait imaginer qu'un quarterback ait une première lecture à gauche, une deuxième lecture à droite et se déplace en avant dans la poche. Là, on multiplie évidemment les changements de direction pour que ce soit plus contraignant pour lui. Les pieds ne doivent jamais se toucher. Alors, c'est toujours le pied arrière qui initie le mouvement, mais il ne doit jamais venir en contact avec le pied avant. Et puis là, c'est un dernier drill où on a toujours nos plots positionnés de la même manière. On travaille dans la poche, déplacement dans la poche, avant, latéral, ici, avant, latéral. C'est toujours des tout petits pas. On veut pas faire de grandes foulées. On dit qu'on veut avoir les pieds sous les hanches
Et on utilise l'expression quick fit, les pas rapides. Et là, c'est une qualité essentielle pour un quarterback de savoir se déplacer dans la poche. Et puis, on va le voir après, aussi à l'extérieur de la poche. Exercice suivant, déplacement avant-arrière. Donc, celui qui a le ballon va courir vers l'avant. Celui qui n'a pas le ballon va reculer. Ça se fait en petit footing, en footing léger. Là, on veut absolument travailler la rotation des épaules. L'épaule, on veut insister sur le fait que l'épaule non lanceuse doit regarder la cible. Et comme on se déplace de face, c'est difficile parce qu'il faut avoir à la fois les abdos contractés, mais avoir de la souplesse et de l'élasticité au niveau du haut du corps. Ça va concerner notamment tous les lancers en mouvement. Lorsque vous avez le quarterback doit sortir de la poche, que ce soit sur peut-être des play action, ou alors parce qu'il y a de la pression, et on va le voir tout à l'heure, il y a des exercices pour ça, être capable de lancer en mouvement sur un pas. Donc au moment où je pose mon pied au sol, le pied du côté du bras lanceur, c'est à ce moment-là, au moment du contact avec le sol, que j'arme mon lancer. Je fais une rotation d'épaule et je veux garder un bon équilibre, une bonne balance entre le haut et le bas du corps. Et puis un dernier exercice de déplacement pur, où là, cette fois-ci, on place les joueurs à environ, ça dépend de leur qualité de bras, mais là, vous voyez qu'ils sont à une quinzaine de yards l'un de l'autre. Et sur des largeurs de terrain, on va se déplacer. Alors, celui qui n'a pas le ballon doit accélérer un petit peu pour se retrouver toujours devant celui qui a le ballon. Et puis, être capable de lancer sur le côté, toujours pour travailler cette rotation des épaules, très importante. Voilà. Ensuite, toujours dans le contenu du déplacement, on va travailler versus pression intérieure d'un défenseur avec une sortie, on s'échappe soit vers le côté lanceur du quarterback, soit vers le côté non lanceur du quarterback. Donc, côté lanceur, ça sera front release. Côté opposé, ça sera back release. Et puis après, on verra les exercices sur la pression extérieure. Donc, on place des plots de manière à avoir un centre, et puis les deux plots jaunes correspondent exactement au pied extérieur des tacles. On a un joueur qui va venir mettre une pression à l'intérieur au moment du snap. Ce qu'on veut travailler, c'est que lorsqu'on va s'échapper de la pression, on va ouvrir avec notre pied arrière à 6 heures. Donc, comme vous allez le voir ici, là, à ce moment-là, le pied arrière doit ouvrir à 6 heures pour ensuite amorcer un scramble du quarterback. On va le voir à l'opposé. Pression intérieure, j'ouvre à 6 heures. Et ensuite, je suis capable de m'échapper de la pression et de lancer le plus rapidement possible. Alors, on va leur demander de ne pas effectuer une trajectoire de 10 yards avant de lancer le ballon. L'important, c'est je sens la pression, je m'échappe et je trouve vite une cible ouverte et je lance. Ensuite, on va voir maintenant la sortie côté opposé au bras lanceur, back release. Donc, vers notre gauche pour un droitier. Quand ça va vouloir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais c'est juste le lien Zoom qui est affiché. Ouais, ça plante un petit peu parce qu'avec les vidéos, là, mon ordinateur, il a un peu de mal, mais ça doit repartir. Voilà. Back release contre de la pression intérieure. Donc, toujours cette ouverture du pied à 6 heures qui va me permettre de prendre un petit peu d'air, permettre au quarterback de sortir de sa poche. On voit que le pivot est fait de manière rapide.
tout de suite réorienter mes épaules vers la cible. Et puis, les exercices qu'on a fait précédemment nous servent maintenant pour être capable de lancer en mouvement sur un pas. Les carrières là, pourraient rétrécir un petit peu leurs gestes. Comme je vous ai dit, ce sont des jeunes joueurs là, qui ont 6 mois. C'est quelque chose qu'on voit là sur les vidéos, qu'il faudra qu'ils travaillent, d'être capable de rétrécir un petit peu le geste au moment du lancer en mouvement. Parce qu'on n'est pas sur tout à fait la même mécanique. Et puis, donc, le dernier exercice que l'on va voir, là maintenant, c'est comment le quarterback s'échappe contre de la pression extérieure cette fois-ci. Donc, on imagine un defensive end, par exemple, et le plot jaune qui correspond au tacle. Pression extérieure. Each step, je reviens dans la poche. Each step, je reviens dans la poche, je sors vite à l'extérieur. Sans effectuer cette fois-ci de trajectoire circulaire, je viens attaquer le bout de ligne. Hitch, j'attaque le bout de ligne et je suis capable de lancer rapidement en mouvement. On pourrait accentuer là ici, pour Maël, la rotation d'épaule. Même chose de l'autre côté. C'est pareil. Pour Alexis, on pourrait améliorer cette rotation d'épaule sur le lancer en mouvement. Rétrécir un petit peu le geste à nouveau. Hitch step. Sortie extérieure. Latérale, hein, du coup, où on va attaquer le bout de ligne. Et puis, on va toujours enseigner à nos quarterbacks que s'il y a de la pression, qu'on a réussi à s'échapper et que en une seconde et demie, on n'a pas trouvé de cible ouverte, il faut, de manière générale, garder le ballon et courir et puis essayer de transformer une situation qui était négative en une situation positive. Chapitre 3, on va voir comment structurer votre entraînement. Est-ce qu'il y a des coachs parmi les gens qui sont présents? Oui, il y en a. OK. Alors, je ne vais pas revenir sur le warm-up complet, on vient de le voir. Je dirais juste que, par contre, si vous pouvez, tous les exercices qu'on vient de voir, il faudrait les faire à chaque entraînement. Ils sont tous importants. Et si votre quarterback les fait à chaque entraînement, c'est ce qu'on appelle aussi des EDDs, Everyday Drill, tout va devenir un réflexe. Il ne va pas réfléchir lorsqu'il sera sur le terrain. Le quarterback a déjà à comprendre la couverture qu'il y a en face de lui, voir les ajustements des receveurs, souvent échapper à de la pression, réfléchir très très vite. Donc tout doit devenir réflexe. Et donc, si vous passez du temps à faire tout ce warm-up complet, eh bien, tous ces petits gestes seront effectués de manière efficiente, c'est-à-dire efficace, mais en plus de manière rapide. Donc, moi, je vous conseille vraiment de consacrer les 10 minutes que ça prend sur le travail d'élastiband et de travail du dos, et ensuite les 10 minutes que ça prend sur tous les petits exercices de gestuelle, et ensuite, si vous pouvez, avoir le temps de travail sur les déplacements. La technique individuelle, donc voilà, c'était tous les petits drills que l'on a vus là. Donc, en réalité, tout ça, ça prend un total de 20 minutes. Et là, vous êtes certain que votre quarterback est prêt pour la pratique. Ensuite de ça, après avoir fait leur technique individuelle, les quarterbacks vont travailler leur technique collective. On n'est pas sur de la tactique encore, on est sur une technique collective, c'est-à-dire que le quarterback travaille ses lancers, cette fois-ci avec des receveurs qui courent des tracés et qui, eux aussi, travaillent leur technique de receveur. Et du coup, la relation entre les deux, on pourrait dire que c'est de la tactique, en réalité, c'est de la technique collective. Et on commence à travailler un petit peu le timing, on commence à travailler un petit peu la relation entre les deux.
Donc, ça va être tout simplement des receveurs qui courent des tracés, on les revoit, on n'est pas obligé de les voir tous à tous les entraînements, on peut se concentrer sur 2 ou 3 en fonction de ce que l'entraîneur a prévu de faire ce jour-là. Si on a prévu de travailler tel et tel et tel schéma, tel concept, eh bien, on va peut-être accentuer les 10 minutes de technique collective avec nos receveurs sur ces quelques tracés-là. En tout cas, on va prendre du timing avec nos receveurs. Et puis, encore une fois, la relation, ou du moins ce temps-là, va permettre de se mettre en confiance. Si on voit qu'on est dans un bon jour, hein, dans tous les sports, il y a des jours où on se sent bien, des jours où on se sent moins bien, pour plein de raisons. Et bien, c'est le moment de regagner aussi un peu de confiance ensemble avant d'aller attaquer la partie de 1 contre 1 avec les DB. Alors, les 1 contre 1, c'est très simple. Hein. On a un receveur contre un DB. Alors, on va travailler peut-être les receveurs écartés et les receveurs intérieurs contre les corners et les safety en 1 contre 1. On va peut-être, sur l'autre moitié de terrain, travailler avec les tight ends et les running backs contre les linebackers, par exemple, pour avoir un match qui ressemble à ce que vous allez avoir en match. Après, vous faites comme vous pouvez aussi en fonction de vos effectifs. Hein, mais idéalement, c'est ce qu'on voudrait. Là, on va pouvoir travailler tous les ajustements qui sont vraiment comme le jour de match. Donc, nous, ce qu'on fait, on se met souvent à la ligne de 20 donc, pour attaquer la zone d'en-vue. Lorsqu'on est à la ligne de 20, on va demander à nos DB de jouer soft, c'est-à-dire de jouer leur position de couverture 2, couverture 3, enfin, ça va dépendre. Et puis ensuite, environ à la moitié de la période, on va avancer à la ligne de 10 ou en dessous. Et là, du coup, on sait que lorsqu'on est dans cette situation en match, les défensives vont jouer presse. Et là, pour le coup, on demandera aux défenseurs de jouer donc presse, donc un petit yard à l'intérieur, 1 yard au-dessus maximum. Et là, du coup, la couverture est complètement différente. Le timing va être différent pour le quarterback. On ne court pas nos tracés de la même manière selon que le défenseur joue soft ou joue presse. Et puis, c'est des situations de match. Hein. Lorsqu'on arrive à la ligne de 10, on va être capable de lancer la balle efficacement et d'avoir de la réussite. Mais voilà, on s'ajuste à la couverture des DB. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à bosser on va passer à la partie Skelly, où là, réellement, on peut dire que vraiment, on est sur de la tactique. Hein. On est sur du 7 contre 7. On a en défense les linebackers et tout le backfield. On aura côté attaque tous les receveurs, tight end éventuels, porteurs de balles. Et là, tous les joueurs qui sont impliqués sur le jeu de passe, attaque comme défense, seront là. Mais on n'a pas la ligne encore. Les linemen vont travailler de leur côté. Donc, on appelle ça un skelly, on appelle ça un pass shell, on appelle ça un 7 contre 7. Bon, vous connaissez, je pense, cette formule. Elle permet de travailler les ajustements contre différentes couvertures. On peut demander, à partir de ce moment-là, à la défense de faire du service. Donc, on aime parler de quand l'attaque sert la défense de haut sert D, et à l'inverse, quand la défense sert l'attaque, de D sert haut. Et l'équipe qui sert l'autre escouade, elle joue les schémas d'un adversaire qu'on va rencontrer le dimanche suivant. Donc, on se base sur les vidéos, nos connaissances de l'adversaire, et donc on se met du côté de l'attaque. On sait que tel adversaire aime jouer joue 44 couverture 3, par exemple, couverture 1 et couverture 3. Eh bien, on va demander pendant une période de ce skelly à nos joueurs qui sont en défense d'exécuter cette 44 couverture 3 ou 44 couverture 1. Et donc, on travaille nos ajustements et on travaille nos habitudes pour se préparer spécifiquement à cette équipe pour le dimanche qui suit. Et lorsque cette période est terminée, eh bien, il y aura
probablement dans votre pratique une période de 11 contre 11 où là, pour le coup, tous les joueurs d'attaque et tous les joueurs de défense sont impliqués. Et on va avoir des notions de blitz, de pression à 8, on va avoir des situations aussi qu'on va pouvoir mettre en place, on va pouvoir jouer des situations de goal line, on va pouvoir jouer plus spécifiquement et de manière vraiment précise toutes les situations qu'on pense rencontrer dans ce match. Ça sera peut-être des situations de 3e et 12, par exemple, 3e et long de manière générale, ou 3e et court. Voilà. Donc voilà un peu comment vous pouvez structurer votre entraînement. L'idée, c'est d'avoir toujours un plan logique en tête, de se dire que, par exemple, si vous avez 3 schémas, 3 concepts de passe que vous voulez travailler spécifiquement ce soir-là, et donc ce sera les 3 que vous jouerez en 11 contre 11, eh bien, si on prend en remontant la pratique sur le Skelly, et avant ça sur les 1 contre 1, et avant ça sur les techniques collectives, eh bien, qu'est-ce qu'on va travailler spécifiquement pour arriver à exécuter du mieux possible ces quelques schémas, ces quelques concepts que l'on aura identifiés pour la soirée. Est-ce que vous avez des questions? Non, on est bon. OK. Oui, j'espère. Ouais. Alors, on arrive maintenant, si ça veut bien, au stance du quarterback. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a parmi vous des équipes qui jouent avec le quarterback sous le centre, et quelles sont les équipes qui jouent avec le quarterback en shotgun? Je crois que ça dépend du jeu. On a des jeux où on joue under center et on a des jeux où on joue shotgun. D'accord. Mais je suis un QB et coach QB, moi, pour vous dire. D'accord. OK. Et ben, c'est très bien. Comme ça, on va voir les deux ce soir. Donc, on va voir d'abord le stance du QB, sa position, comment il doit se positionner, que l'on soit sous le centre ou en shotgun, les différents principes d'action, donc quels sont les mouvements qu'il doit faire. On va revoir les différents types de remises, l'ouverture, etc. Et puis, on verra les drop-back à effectuer quand on soit sous le centre ou en shotgun, et sur les différents types de passes. Alors, on commence avec le stance du quarterback sous le centre. Donc, pré-snap. Les pieds sous les hanches. Donc, vraiment, vous voyez que même si le buste est légèrement incliné, le dos est droit. Et on a les deux pieds, largeur de hanche, pas d'avantage, et qui sont vraiment à la verticale par rapport aux hanches. Les genoux sont fléchis, légèrement tournés vers l'intérieur, ainsi que les pieds. Le dos sera droit, légèrement cambré. On va être en position assise. Et, moi, j'aime bien dire au QB dans cette situation que l'on a des yeux au niveau des tétons ici, et que ces yeux doivent pouvoir voir le terrain. Et cette image, ils l'ont en tête, ça leur permet de garder le dos droit, en fait, et ne pas être incliné. Le défaut, c'est des fois de ne pas suffisamment fléchir les genoux, et puis d'avoir le dos complètement incliné sur le centre, ce qui fait que le regard du quarterback ne peut pas être dans le backfield, et souvent, du coup, ne peut pas voir les deux safeties qui sont quand même une clé de lecture fondamentale. Les épaules parallèles au sol, la tête, comme je veux dire, la tête haute, et le bras droit pour un droitier doit être tendu. C'est ce qui va lui permettre de garder de la distance avec le centre. S'il fléchit le bras, il va encore devoir davantage fléchir les genoux et être encore plus près du centre. Donc, on va garder cette distance naturelle en ayant le bras droit tendu. Au niveau du snap, donc le centre va tenir, si votre quarterback est droitier, en fait, c'est au centre de s'ajuster en fonction de la main lanceuse du quarterback. Et si votre quarterback est droitier, le centre
va avoir le lacet à gauche de son pouce. Ce qui fait que lorsqu'il va snapper la balle, elle arrivera naturellement, je vais essayer de le faire pour vous, quand il va snapper la balle, elle va arriver naturellement sur la main du quarterback pour que le lacet se présente directement bien dans la jointure de ses doigts. Donc, pour un QB droitier, le lacet est à gauche du pouce du centre. Ensuite, le quarterback va avoir le poignet qui s'imbrique dans la courbe des fessiers du centre. Les 2 pouces sont joints et la jointure du majeur va vraiment être en contact avec le fessier du centre. Les 2 pouces sont bien collés. On le voit ici, les 2 pouces doivent être collés. Et moi, je dis voilà, de la paume à l'ongle. Ça veut dire que de la paume à l'ongle, c'est toute cette partie-là. De la paume à l'ongle, tout ça, ça doit être collé, joint ensemble. Et la main, donc pour un droitier, ça va être la main gauche. La main qui est non lanceuse est vraiment ouverte avec les doigts vers le sol. Donc, vous avez les exemples en photo. En shotgun, ça va être un petit peu différent. On est toujours sur une base large. Alors, certains quarterbacks aiment avoir un pied légèrement devant l'autre, mais on est généralement les 2 pieds parallèles sous les hanches. Le corps doit être laxe, le corps doit être détendu. Les pieds restent parallèles. Les yeux sont rivés sur le ballon. Alors, évidemment, le quarterback d'abord fait ses lectures pré-snap, mais au moment du snap, la cible pour le quarterback, au niveau des yeux, c'est de revenir sur le ballon. On gardera les mains en ce qu'on appelle en position de diamant, et du coup, le ballon viendra naturellement se coller dans les mains, avec les paumes de main bien ouvertes, les doigts bien écartés. Et voilà, encore une fois, pas les bras tendus. Il doit y avoir de la souplesse sur le haut du corps. Le quarterback doit toujours s'attendre à ce qu'il y ait un mauvais snap. Et c'est pour ça que certains quarterbacks aiment avoir un pied l'un devant l'autre qui leur permet de pivoter rapidement. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités de le faire. Ensuite, les principes d'action, c'est quoi? Eh bien, c'est quels sont les premiers mouvements que je vais effectuer, que ce soit un jeu de passe ou un jeu au sol, pour sortir du centre. Donc, sur un jeu au sol, lorsque je suis sous le centre, le ballon doit, que ce soit un end-off pour une course intérieure ou un toss, le ballon doit toujours repasser par la boucle de ceinture, donc au niveau du nombril. On ne prend pas son snap en ouvrant les bras tendus et le ballon décollé du corps. Le ballon va repasser par le nombril, par la boucle de ceinture, puis ensuite on fera son ouverture. On va la voir tout à l'heure. On va voir les end-off, on va voir les toss et on va voir aussi comment faire des drills avec ça. La tête, les yeux doivent venir tout de suite sur la cible. Alors ma cible, c'est quoi? C'est le running back. Sur un toss, il va partir au large. Sur un jeu intérieur, un dive par exemple, il va venir vers moi. Et c'est au quarterback de venir positionner le ballon parallèle au sol et d'avoir les yeux sur sa cible. On va voir ça aussi tout à l'heure. Sur un jeu de passe, on va mettre un petit peu plus de poids de corps sur le pied gauche. Alors là, les exemples sont pour un droitier. Pourquoi? Parce que c'est le pied gauche qui va, la jambe gauche, qui, par son extension rapide et dynamique, va permettre au quarterback de prendre la profondeur et donc de faire son drop back. Donc, on mettra un petit peu plus de poids sur cette jambe gauche pour un droitier. Ça permettra d'avoir un pas rapide et dynamique pour ressortir. Les yeux sont sur la première clé de lecture. Comme je vous l'ai dit, il y a une lecture pré-snap. On analyse ce qu'on voit. Et pendant notre drop back, on va confirmer, en gardant les yeux sur nos clés de lecture, on va confirmer ce que l'on a vu pré-snap. Et c'est ça qui va permettre de déclencher la passe. Si on avait un jeu, par exemple, où on veut un hitch rapide du receveur écarté,
et qu'on a vu pré-snap que le corner joue à 7 yards. On peut présumer qu'on aura une couverture 3, par exemple. Eh bien, dans le drop back, on va garder les yeux sur la cible, confirmer ce que l'on a vu pré-snap, et si ça nous plaît, si effectivement on voit que le DB est resté à 7 yards et peut-être au-delà, alors dans ce cas-là, ça confirme et on va pouvoir, à la fin de notre drop back, faire la passe. On dit qu'il faut que ce soit très explosif, hein, il faut sortir vite du centre. Il ne faut pas que ça vous mette en déséquilibre arrière, mais il faut que ce soit dynamique. On va le voir maintenant. Alors, on va d'abord voir les jeux au sol, excusez-moi. Donc, jeu au sol, toujours sous le centre. Donc, je vous le disais, le quarterback doit avoir les yeux rivés sur sa cible et c'est à lui de venir positionner le ballon au porteur. Le porteur, lui, idéalement, il faut qu'il regarde tout de suite au snap les mouvements de la ligne, les mouvements de la défense et ne pas avoir à se concentrer sur la remise. Il ne faut pas que le running back baisse les yeux pour prendre sa remise. C'est au quarterback de faire ce travail et d'assumer cette relation. Le ballon va être présenté paume ouverte, le ballon va être vraiment parallèle au sol, surtout pas de côté, ça pourrait nuire à la remise. Et il ne vient pas frapper l'abdomen du running back. Il ouvre, il fait son pivot, il vient vers lui. C'est à lui de descendre dans le backfield pour aller à la rencontre du running back et accompagner délicatement la remise. Ça se travaille évidemment à l'entraînement et le running back qui a les yeux sur la ligne sent cette pression du ballon et à ce moment-là referme ses deux mains. Mais il faut éviter qu'il baisse les yeux pour regarder la remise. Sur un pivot direct, donc un pivot direct, c'est quand on ouvre vers le côté du jeu au sol, et sur un pivot renversé, on s'ouvre à l'opposé. Ça peut amener, par exemple, quand il y a des mouvements, des motions, ça peut amener des options, ça peut amener ce genre de choses. Ça masque aussi le jeu, ça donne une mauvaise indication à la défense. Donc, le pivot renversé, c'est quelque chose aussi qui est très efficace. Donc, tout simplement, le pivot renversé, lorsqu'on ouvre avec le pied gauche, on va le faire à 7 heures et avec le pied droit à 5 heures. Et puis, à l'inverse, on ouvre à 7 heures avec le pied droit pour une ouverture à gauche, on ouvre à 5 heures avec le pied gauche pour une ouverture à droite. Alors là, je vous l'avais ici, je vous l'ai fait ici. Donc, vous voyez que le plot bleu, là, on va dire que c'est midi. Devant vous, il est midi. Derrière, il est 6 heures. Là, ici, il est 9 heures par rapport au quarterback. Et là, il est 3 heures. Donc, en fait, lorsqu'on va vouloir ouvrir à 7 heures ou à 5 heures, ce sont les deux plots qu'on voit derrière, de part et d'autre, du plot bleu. Donc, on travaille l'horloge. Pivot direct, comme vous pouvez voir, on va le revoir ici, pivot direct. Donc là, c'est pour un jeu qui va à droite, pour lui. On va s'assurer qu'il prenne la remise, que la balle repasse par l'abdomen, par la boucle de ceinture, et que sur le premier pas, il ouvre bien en positionnant son pied à 7 heures, à 5 heures. Pardon. C'était à 5 heures. Ça plante un peu. On va voir ensuite le pivot renversé. Excusez-moi, ça rame un petit peu. C'est pas grave. Je sais que vous n'êtes pas pressé, mais c'est embêtant. Voilà. Voilà, pivot renversé. Voilà, à 7 heures. On le refait. La balle passe par l'abdomen. L'ouverture se fait avec le pied qui indique directement à 7 heures. Alors, ce n'est pas très précis. Nous, on ne joue pas sous le centre et les deux jeunes joueurs ne sont pas habitués à le faire. On va voir maintenant le toss. Alors, le toss, on va le travailler d'abord à genoux et puis après, on va le faire debout. Le toss se fait toujours sur un pivot renversé. Alors, en shotgun, c'est moins vrai parce qu'on le voit de plus en plus.
On ne peut pas faire de pivot renversé non plus, mais en shotgun, le mouvement est différent. En revanche, lorsqu'on est sous le centre, on voudra toujours avoir un pivot renversé. La balle vient de la hanche opposée, un peu comme une passe rugby, vous connaissez ce geste-là, en faisant une légère rotation de bas vers le haut. Ce qui est très mauvais, c'est d'avoir les deux mains positionnées ainsi et une main qui effectue une rotation rapide et avoir c'est pas une passe de quarterback qu'on veut faire, c'est une balle qui arrive, qui flotte un petit peu en l'air et qui a le nez arrière qui regarde vers le bas. Des fois, le défaut, c'est de vouloir accentuer trop avec un fouetté du poignet, une rotation, et du coup, la balle, elle est lancée un peu comme un missile, et ça peut provoquer des fumbles. Là encore, le running back, évidemment, il va avoir les yeux sur le ballon. Il ne faut pas que ce soit compliqué pour lui d'attraper la balle. Donc, on va assumer un mouvement de balancier qui part de la hanche opposée et qui va terminer avec les deux mains, mais vraiment les deux mains qui vont vers la cible. Les deux mains vont vers le running back. Toujours le pied en direction du running back, le pied qui a ouvert le pivot, pointé en direction du porteur. Et puis, le quarterback, une fois qu'il a fait son toss, on lui demandera toujours de faire 2 pas vers le running back avant de faire un boot opposé. Pourquoi ? Eh bien parce que s'il y a un fumble, si la remise tombe au sol, le quarterback, en étant déjà dans l'élan d'aller vers le running back, de 2 pas suffisent, il est capable de continuer sur cette trajectoire et de ramasser le ballon qui éventuellement serait au sol. Le running back, lui, étant parti vers l'opposé, ça sera plus facile si c'est le quarterback qui vient ramasser le ballon. Donc, premier exercice à genoux. Et vous voyez que les mains, il n'y a pas de rotation qui est faite. Les deux mains sont ouvertes comme ça, face au running back. Et accompagne le geste. Ce n'est pas un geste saccadé. On le revoit ici. Voilà. Donc après, vous pouvez le travailler évidemment en partant d'une position sous le centre avec le running back qui est derrière, et puis running back qui part à droite, qui part à gauche, rotation, pivot renversé du quarterback. Veillez toujours à ce que, au moment où il pose son pied au sol, il faut que ce soit en direction du running back, et voire même très légèrement devant lui, parce que pendant que la balle voyage en l'air, le running back, lui, continue sur sa trajectoire. On ne pourra pas avoir un pied qui ouvre à 6 heures et vouloir lancer la balle à 9 heures. La balle va toujours s'échapper. Là, maintenant, ce qu'on voit ici, c'est la transmission qu'on appelle shotgun ride, une transmission au porteur lorsqu'on est en shotgun et qu'on va rider le ballon. Donc, le running back en shotgun, il est aligné. Et je ne parle pas de pistol, là, je parle bien de shotgun. Le running back est aligné sur les hanches du quarterback ou légèrement en retrait. C'est pointe de pied au niveau des talons du quarterback. Selon le gap intérieur ou plus extérieur, le quarterback va soit ouvrir ses hanches ou soit reculer un pied. Donc, dans le cas d'une course à l'intérieur, on va lui demander plutôt de reculer le pied qui est côté du running back pour tout de suite libérer l'espace et pouvoir donner une transmission rapide. Sur le cas d'une course qui va aller vers l'extérieur, comme un outside run vraiment, on va juste tourner nos hanches vers le running back et accompagner le geste. Alors, accompagner, c'est-à-dire que le quarterback, dès qu'il a pris sa remise, il doit tout de suite aller chercher vers le running back, au point le plus loin possible, qui va permettre d'avoir ce geste de ride, donc d'accompagner pendant toute la course du running back, pendant sa prise d'élan, et
selon les schémas, on peut aussi lui demander, dans ce cas-là, d'avoir les yeux sur le defensive end qui est à l'opposé. C'est ce qu'on appelle du read, que vous voyez beaucoup maintenant. Le quarterback va pouvoir donner la balle au running back. Il a tout ce mouvement de ride pour le faire. Ou alors, s'il aime ce qu'il voit, il voit que le défenseur, le defensive end crash à l'intérieur, il va pouvoir aussi garder le ballon et courir. Donc, on veut aller chercher au point le plus loin possible, c'est-à-dire après l'épaule, initier le début de cette transmission. On ride le ballon, on accompagne, la balle est au contact du running back. En revanche, la décision doit être prise avant que le running back n'ait atteint l'épaule opposée, play side, l'épaule côté du jeu. Donc, j'ai attrapé ma remise, je viens chercher le plus loin possible mon running back, j'accompagne, et au moment où la balle arrive au niveau de cette épaule, play side, je dois avoir pris ma décision. Si j'attends trop et que la balle a dépassé mon épaule, je vais très souvent faire tomber la balle au sol parce que je ne serai plus en une bonne position pour lui donner le ballon. Et puis, lui ne sera plus à ce moment-là si il la garde ou s'il la prend. Donc, encore une fois, on ne veut jamais venir taper dans le ventre du porteur. On veut accompagner en douceur. Et puis, dans le cas de zone read, il faut avoir donné le ballon avant qu'il ait franchi la ligne d'épaule. Monsieur, il y a Ivan qui a levé la main. Ivan, tu nous entends? Oui, oui. Est-ce que tu as une question? Je crois, j'espère. Oui, en fait, Oui, le coach vous entend. Oui. ok. En fait, j'aimerais comme ça en savoir plus quoi sur la question des receveurs, les receveurs écartés. Voilà. Vous voulez en savoir plus sur quoi, en fait, sur le… Comment un receveur écarté doit pouvoir faire les stratégies pour arrêter, prendre une balle. Ouais, non? Alors, je vais pas botter en touche, mais là, on est vraiment sur le poste de quarterback et sur les techniques. Je comprends votre question, enfin, je comprends votre envie de savoir. Il faudra qu'on refasse un temps de formation sur les receveurs parce que toutes les techniques, enfin, vraiment, c'est très, très spécifique. Le stance, le take-off, les différents tracés, les différentes techniques, tous les ateliers, des petits drills qu'on peut mettre en place. Je peux difficilement y répondre ce soir parce qu'on est vraiment sur le poste de quarterback, mais je sais que c'est intéressant de connaître aussi le travail de receveur quand on est quarterback. C'est difficile d'y répondre ce soir, je vous avoue. Mais on fera une autre formation, un autre clinique sur les receveurs en particulier. Ok. Bon, merci, je suis ravi. Il y a les techniques de course, il y a les techniques de réception, il y a les techniques de séparation. Il y a beaucoup de choses à voir, en fait, quoi. Donc, je ne peux malheureusement pas vous répondre là comme ça depuis tant de temps. Non, je vois. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis toujours à l'écoute, je serai toujours en ligne pour pouvoir en savoir plus, quoi. Voilà, bientôt. Merci, Ivan. Merci. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Pour les personnes présentes. Je vais parler en arabe. Drari ou Chouad, une question. On est bon? Oui. Ouais, je crois qu'on est bon. Ivan, tu peux désactiver le micro, s'il te plaît? Ok. Ouais, on est bon. On est bon? Ok. Oui.
Alors, on va voir maintenant sur les jeux de passe. On commence par le drop back sous le centre. Donc, quel que soit le drop back, on va avoir d'abord un premier pas de séparation. Okay, donc, nous, on identifie sur un drop back, on a du 1 pas, on a du 3 pas, on a du 5 pas. Et 5 pas avec hitch step également. On ne parlera pas de 7 pas là parce que je ne pense pas qu'on utilise ce genre de concept. Donc, en fait, on a toujours les 5 pas qui sont listés ici. Donc ça va être du 5 pas. Sur le 3 pas, on va supprimer le pas d'amplitude, donc le depth drive, celui qui nous permet de prendre vraiment de l'amplitude et de la profondeur. Et on va supprimer aussi le pas rapide croisé parce que c'est un pas intermédiaire. Donc d'abord, on va voir le open reach, qui est le pas de séparation, qui est le premier pas, le plus profond possible, où vous allez créer cette séparation avec le centre. Comme je vous disais, pour un droitier, ben, on va mettre du poids de corps sur la jambe gauche pour pouvoir avoir une extension rapide et puissante. Et on va ouvrir avec le pied opposé à 6 heures. C'est ce qui va nous permettre de nous séparer rapidement. C'est important parce que le centre peut reculer, être amené à avoir de la pression défensive rapide et il faut se séparer très rapidement. Donc, sur le pas de séparation, voilà, on prend tout de suite de la profondeur. Dans le cas d'un 5 pas, d'un drop back de 5 pas, on aura le speed crossover, qui est un pas rapide croisé qui permet que l'autre jambe croise, repasse par-dessus. Il est moins profond que le open reach, mais il ne faut pas que ça soit tout petit. Alors ça nous permet d'être dans toujours ce mouvement d'élan pour prendre de la vitesse vers l'arrière. Ensuite, on a le depth drive, qui est un pas d'amplitude et lui qui va accélérer le geste. En fait, ça va être le plus grand. Hein. Ça va être le plus grand pas qu'on va faire sur les 5 et qui va nous permettre d'accélérer encore la cadence et de prendre de la vitesse. Et il va nous permettre de prendre davantage de profondeur. Ensuite, on a le balance, qui est le pas d'équilibre. C'est l'avant-dernier. Ça sert au QB à se rééquilibrer juste avant d'arriver au dernier pas, qui est le set. Le pas terminal qui permet au QB de retrouver son attitude, qui va lui permettre de s'équilibrer, quoi, vraiment. Donc, on va aller voir là maintenant. Je vous ai préparé une petite vidéo. Donc, vous voyez, d'ailleurs, ça permet aussi de voir que soit, en fait, quand on travaille sous le centre et que le quarterback travaille juste ses pas, il peut passer le ballon d'une main à l'autre, mais il peut aussi travailler avec un coéquipier qui lui transmet le snap et qui simule en fait le geste du centre. Et on va travailler encore plus en précision. Donc, le 3-step drop, qui est le 3 pas de drop back, donc pour du quick passing game, on va vouloir être capable de lancer au moment où on effectue le pas d'arrêt. Hein. Donc, premier pas, séparation, équilibre et arrêt. D'accord. Là, au moment où on pose le dernier pas, on doit être capable de démarrer la mécanique de lancer. Alors, on est capable tout de suite de lancer. Donc, ça va être sur des tracés type fade, slant, hitch, tout ce qui concerne le quick passing game. On voit bien que le quarterback a les yeux tout de suite dans le backfield. On ne veut pas avoir les yeux au sol pendant son drop back. Ensuite, on a le 5-step drop, qui lui va être plus sur des concepts un peu plus longs, où on va avoir des tracés type post, corner, pas encore vraiment des tracés à 2 changements de direction, mais des tracés où on veut aller attaquer de la profondeur. Donc, il faut permettre au receveur d'avoir le temps d'attaquer le deep et où on va avoir une lecture sur le safety. Donc, on voit bien, ce qui est important de voir, c'est qu'on a le pas d'amplitude là qui accélère encore le mouvement. Donc, on prend de la profondeur, on croise et là, on accélère encore. Ensuite, on se set. Et la même chose, cette fois-ci, avec un pas de hitch.
Petit mouvement initié avec le pied arrière. Alors, le petit défaut qu'il a là, c'est qu'on voit que son pied arrière vient en contact avec le pied avant. On va le voir ici. Là, on ne voudrait pas ça. Bon, c'est un défaut qu'il a pour le moment. Ce hitch step va nous permettre de regagner un petit peu plus de puissance. On va rentrer, on va passer le poids de corps vers l'avant. Et puis, des fois, ça peut être le petit pas qui nous permet de gagner du temps. Si par exemple, vous avez un tracé à 2 changements de direction, vous avez un post corner ou l'inverse, un corner post, si vous avez un hitch and go, si vous avez ce genre de choses. Donc, le hitch va vous permettre à la fois de gagner un petit timing supplémentaire et puis de rentrer dans le, on va dire, aller de l'avant pour faire votre passe. Alors, là maintenant, on voit le drop back lorsqu'on est en shotgun. Donc, je sais que nous, on aime bien utiliser le 3-step parce qu'on est beaucoup sur du quick passing game. Donc, c'est vraiment des petites foulées. Là, c'est un peu exagéré, mais on a encore une fois le pas de séparation. Enfin, ce n'est pas un pas de séparation puisqu'on est déjà à 4 yards et demi du centre, mais on veut quand même prendre de la profondeur. On ne veut pas que le quarterback reste statique. Il doit se mettre en action. Ça fait partie de son principe d'action. Je prends la remise et tout de suite, sur mon 3e pas, vous voyez, on est en position pré-passe. On a une base large avec les hanches à l'intérieur des pieds et on est capable de lancer au moment où on pose ce 3e pas au sol. On va avoir la même chose avec le hitch. Là, pour le coup, on peut être sur des tracés, donc, comme je vous disais, post, corner, ce genre de choses qui vont être un petit peu plus longs. Là, on va l'avoir de face. Voilà, tout de suite, mise en action. Au moment où je pose mon 3e pas, je hitch step vers l'avant. Et le hitch step doit être immédiatement suivi de la mécanique de lancer. Dernière fois. On pourrait additionner à ça les exercices qu'on a vus tout à l'heure, le travail dans la poche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse par le dernier point sur la partie tactique? Ça ne sera pas très long, mais c'est pour aborder les premières notions de base tactique. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Questions. Je crois qu'on est bon. OK. Alors, oui. Voilà, donc, Oui. dernière partie de la formation ce soir. On va dire que c'est la base, c'est les fondamentaux sur la partie tactique. C'est déjà être capable de comprendre la défense qu'on a en face de nous, faire la différence entre tel ou tel type de couverture. Et puis, on verra rapidement quelques concepts de tracé. Alors, pour comprendre les couvertures, il y a un concept qui est important et qui s'appelle Middle of the Field Open ou Middle of the Field Close. C'est une définition de la couverture qui est face à vous, qui est adoptée par les safeties. Si vous avez un safety en plein milieu, on va parler d'un milieu de terrain fermé. Il est fermé, le milieu est fermé par un safety. En général, ça va donc impliquer qu'on a une couverture 1 ou une couverture 3. Je vais les détailler après. Je vais vous montrer. Si vous avez face à vous, en plein milieu, vous n'avez pas de safety, par contre, vous en avez un de chaque côté. Eh bien, ça va impliquer qu'on puisse être sur de la couverture où il peut y en avoir aucun. Couverture 0, 2 ou 4. Et je vais vous indiquer ce que c'est. Donc, c'est important que le quarterback, pré-snap, soit capable d'identifier, selon la position du safety, quelles sont les possibilités de couverture qu'il va avoir à lire. Ensuite, une fois qu'il a lu la position du safety ou des safety,
on va redescendre d'un niveau pour regarder quelle est la position des corners pré-snap, encore une fois. Donc, couverture 0, c'est man-to-man. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de safety, il n'y a pas d'aide sur le top. Chaque défenseur est man-to-man avec un receveur potentiel. Alors, quand on est en couverture 0, on va souvent quand même avoir les corners qui jouent presse. Pas une obligation, mais tout de même, c'est ce qui va permettre à la défense d'amener, puisqu'elle a libéré un safety, elle va pouvoir amener un joueur en pression supplémentaire. Le QB, il sait qu'il aura beaucoup de pression, qu'il va falloir lancer vite. Donc, il va falloir que les receveurs, et tout à l'heure, la question était posée par rapport aux receveurs et aux techniques. C'est là qu'on verra une autre fois quelles sont les techniques de séparation d'un receveur pour battre un corner en couverture 0, man-to-man, où on s'attend à avoir beaucoup de pression. C'est quelque chose qui sera plus souvent utilisé en situation de short yardage, donc par exemple 3e et 2, ou en situation de goal line, où la défense ne veut donner aucun coussin à l'attaque, ne veut surtout pas permettre que la balle soit catchée. Alors, il y a des faiblesses, évidemment, pour la défense. C'est que là, on base tout sur les qualités athlétiques des défenseurs. Donc, les receveurs peuvent battre physiquement, athlétiquement, en vitesse, et ils peuvent battre leur vis-à-vis. Donc, on va jouer là-dessus, en fait. On va jouer sur vitesse d'exécution, on va jouer sur qualité athlétique, on va observer quel est peut-être le corner des deux qui est le moins athlétique. Et on va se dire que c'est peut-être lui qu'on peut battre le plus facilement. Voilà, encore une fois, il y aura de la pression, ça va venir vite. Le quarterback devra avoir déjà anticipé une décision avant le snap et puis la confirmer visuellement très rapidement. Donc ça, c'est couverture 0. Couverture 1, cette fois-ci, middle of the field, closed. Ok, on voit qu'on a un safety qui ferme le milieu du terrain. Si les corners sont ensuite alignés vraiment proches, en dessous de 3 yards du receveur, c'est qu'on aura de la couverture 1. On verra tout à l'heure qu'avec un look pratiquement identique, on aura plutôt de la couverture 3. Donc, on a ici man-to-man pour tous les joueurs et un safety qui garde le deep milieu. Ce safety, souvent, va redescendre du côté du receveur qui est le meilleur des deux, ou alors du côté le côté ouvert du terrain. On parle de field side et boundary side. Quand le ballon est sur un hash mark, et donc il est décalé sur le terrain, le boundary side, le côté ligne de touche avec le petit côté, et le field side, le côté terrain, ça va être le côté ouvert. Donc, on va s'attendre plus à ce que le safety descende côté ouvert, mais aussi peut tout à fait redescendre sur le boundary side si vous placez, par habitude, votre meilleur receveur de ce côté-là. Ça, c'est des choses que vous pouvez savoir si vous avez la possibilité d'avoir des vidéos de vos adversaires ou si vous les avez déjà joués, que vous les connaissez bien. Eh bien, vous pourrez donner ces clés de lecture à votre quarterback, les avoir travaillées à l'entraînement aussi, et puis le jour de match, que ça s'exécute mieux, que ce soit plus facile pour lui d'avoir cette clé de lecture. On peut aussi déguiser la couverture. Déguiser la couverture, ça veut dire montrer un look, et puis finalement, au snap, faire redescendre un safety ou faire remonter un autre joueur, et puis finalement ne pas effectuer la couverture pour laquelle on avait présenté une formation avant le snap. Donc voilà, c'est des choses aussi qui sont à travailler régulièrement. Encore une fois, toutes les équipes ne le font pas. Une bonne connaissance de votre adversaire facilite grandement le travail après. Donc, voilà, par de la vidéo ou en allant observer des matchs. C'est très important de travailler à l'entraînement dans le contexte du dimanche, dans le contexte de ce que vous allez rencontrer le dimanche suivant. Donc, si vous avez une équipe dans votre ligue
qui joue beaucoup de couverture 1, il faut qu'à l'entraînement, votre quarterback effectue, joue cette tactique, joue ces concepts contre cette défense-là. Ça fait que le jour de match, il aura des certitudes, il aura des habitudes et les choses vont s'enchaîner beaucoup plus vite. On va voir la couverture 2. Alors là, cette fois-ci, on est sur un concept middle of the field open. Vous voyez qu'en plein milieu, on a personne. Par contre, on a un safety de chaque côté. Ils vont se partager le deep milieu. Donc, on va couper la profondeur en deux, la profondeur du terrain en deux, et chacun va avoir un deep, un demi-deep et un demi-deep. On peut jouer cette couverture dans un front 43 ou un front 34, parce qu'on aura toujours 7 joueurs dans la boîte, ici, et donc ça libère 1 et 2 safety, ça libère 1 et 2 corners. Pareil, vous allez avoir des défenses qui aiment avoir un corner, toujours le même, qui sera toujours côté field et l'autre toujours côté boundary, identiquement avec les safety, ou alors des défenses qui laissent leurs joueurs à gauche et à droite indifféremment, que ce soit le côté ouvert ou le côté fermé. Voilà. En général, dans cette défense, on laisse des soft spots, c'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on peut aller attaquer, mais le fait d'avoir 2 safety, ça fait qu'il y a vraiment une aide sur le support après la passe par la défense. Donc, c'est une défense qui, en général, prend pas mal de yards, mais est toujours là pour rattraper le coup. Donc, ils vont prendre pas mal de petits gains. Ils vont éviter de prendre des longs gains parce que chaque safety qui a un deep milieu va être capable de venir réattaquer très rapidement sur la ligne de touche. Et donc, les tracés fade vont être souvent matchés. Mais on va voir qu'il y a des concepts qui attaquent très, très bien cette couverture 2. Les flats vont être pris par les corners. Voilà, donc en fonction de vos concepts, vous savez que vous en avez qui vont mieux matcher contre de la couverture 2 ou de la couverture 1. Et puis aussi, chaque concept, on dit qu'on peut ajuster ses tracés et qu'en fonction de ce qu'on voit, on avait par exemple un joueur qui devait courir un fade, voilà, tout droit, donc ligne de touche. Mais s'il voit après snap que le corner est déjà aligné à 7 yards et que ça sera impossible de le battre en profondeur, eh bien, par une communication entre le receveur et le quarterback, eh bien, il va changer son tracé. Et le tracé peut devenir, par exemple, un slant, peut devenir un hitch. Voilà, c'est à vous ensuite de définir ce que vous préférez par une communication visuelle et gestuelle assez rapide. Et puis, ce travail étant aussi toujours effectué à l'entraînement. La Tampa 2, c'est une manière un peu de masquer la couverture. Ça devient pratiquement une couverture 3, donc c'est assez piégeant pour un quarterback. C'est le Mike linebacker qui va dropper dans le deep milieu. Et là où en fait la faiblesse de la couverture 2 se situe, eh bien, c'est justement dans ce deep milieu, puisque comme on a vu, il y a chaque safety qui va prendre un demi-deep, libérant un espace au milieu. Eh bien, cet espace, il peut être pris par le Mike linebacker. Là, pour le coup, on est sur des middle linebackers vraiment athlétiques qui sont capables à la fois évidemment d'être run support, qui est leur priorité, mais aussi de couvrir 15-20 yards en profondeur pour se retrouver deep et assumer d'être un safety finalement. Alors voilà, il y a des équipes qui aiment bien ça. La couverture 3, en fait, on est sur un concept de middle of the field close. Donc là, le QB voit qu'il y a un safety en milieu du terrain. Eh bien, sa deuxième lecture, elle est sur les corners. Et en fin de compte, sur une couverture 3, bien souvent, les corners sont déjà alignés à 7 yards ou plus, ou alors ont une tendance à ce qu'on appelle à bail au snap, c'est-à-dire à déjà descendre, et on voit un mouvement qui est initié vers l'arrière dans le décompte du quarterback, et le corner au snap se retrouve entre 7 et 9 yards. Bon, là encore une fois,
les défenses ne jouent pas ça une fois dans le match et c'est tout. En règle générale, les défensives que vous allez voir avec un seul deep safety vous joueront alternativement selon le down and distance de la couverture 3 ou de la couverture 1. Ils vont probablement masquer, que ce soit de la 1 ou de la 3 avec les corners. Ils peuvent aligner par exemple leur corner toujours à 3 yards et puis dans le décompte, si c'est de la 3, ils baillent, ils prennent de la profondeur. Mais c'est pareil, quand vous connaissez vos adversaires, vous savez qu'ils vont faire ça et vous savez que vous allez pouvoir communiquer. Là, vous n'aurez peut-être plus la possibilité de communiquer, mais vous aurez la possibilité d'ajuster vos tracés avec votre receveur et de se dire, OK, maintenant, quand on voit qu'il baille si on appelle fade, par exemple, et on voit qu'il baille dans le décompte du quarterback, eh bien, on va être sur la même page tous les deux et on va savoir que tu vas monter vertical, mais que à 5 ou à 7 yards, tu t'arrêtes et on joue un hitch. C'est un exemple. On peut aussi dire que maintenant, dès qu'on voit ça, ça devient un bubble. Ça devient un petit bubble du receveur. Bref, il y a plein de réponses à ça, mais l'idée, c'est que on doit connaître les habitudes défensives de notre adversaire. Là-dessus, la défense, elle va être très forte contre les tracés profonds, parce qu'on voit que là, du coup, on a un tiers deep, un tiers deep, un tiers deep, que ça nous enlève beaucoup de tracés profonds. Ça va être difficile de battre avec un fade, ça va être difficile de battre avec un post. Là, l'idée, ça va être plutôt d'inonder une zone, donc jouer du flood, inonder une zone avec 3 tracés, un court, un intermédiaire et un profond. Le court va monopoliser le linebacker, le profond va monopoliser le corner et le tracé intermédiaire va être ouvert. Et donc voilà, il y aura une zone soft ici qui va se situer entre 5 et au moins 15 yards. Vous avez une dizaine de yards pour travailler et amener un joueur en tracé intermédiaire. Là, vous avez des schémas très classiques. On voit qu'on est en pro style personnel 21, de running back, un tight end, personnel 21. Maintenant, beaucoup d'équipes jouent plutôt avec des personnels en trips, en personnel 10, avec un seul running back, 0 tight end, 3 receveurs d'un même bord. Bon, une équipe qui va jouer de la couverture 3, voilà, on a 3 receveurs du même côté, on va être capable de la battre sur des tracés intermédiaires. Ça peut être des choses différentes. On peut emmener un receveur profond et un receveur en poste vers le safety deep milieu. Et puis avoir un troisième tracé qui est peut-être un peu plus long à développer parce qu'il faut vraiment le temps de monopoliser le corner et le safety. Un troisième tracé qui va mettre un peu plus de temps à se développer, puis qui va arriver dans cette zone qu'on cherche à attaquer. La couverture 4, c'est tout simplement une couverture qui est quand même souvent utilisée contre du spread offense, contre également des situations de troisième et long, par exemple, qui appellent à des passes deep, où on sait que l'attaque va aller chercher de la verticalité. Et la couverture 4, eh bien, on va diviser le terrain en 4. Donc là, on est sur un look de couverture 2. Au départ, on a 2 safety. On est middle of the field open. Souvent, les 2 safety sont sur les haches ou très légèrement à l'extérieur. Les corners sont déjà profonds, mais peuvent avoir un look de couverture 2. Et puis, au snap, chacun va aller chercher un quart deep et couvrir les 4 zones profondes. En faisant ça, ça enlève quand même énormément de tracés profonds. Mais il y a encore une fois, il y a des concepts qui peuvent permettre d'inonder des zones. L'idée, c'est de monopoliser le corner à sa position de quart deep et le safety à sa position de quart deep. Et puis peut-être avoir des joueurs qui arrivent backside ou encore une fois avec du trips, avoir un tracé qui est un peu plus long à se développer. De toute façon, là, vous n'aurez pas beaucoup de pression défensive parce qu'on va couvrir les flats avec les linebackers. On peut toujours avoir le Mike qui blitz, mais vous voyez qu'on aura une pression à 5 et qu'on est capable de protéger une pression à 5, donc d'offrir un petit peu plus de temps au quarterback et donc d'avoir des tracés qui sont un petit peu plus longs à se développer. On peut avoir ce principe de bail, comme je vous disais,
ça peut avoir un look de couverture 2, aligné à 4 yards du receveur. Et puis, dans le décompte, on bail. Et voilà, ça va nous indiquer que si c'est un look de couverture 2 et que les corners bail au décompte, dans le décompte du QB, ça a forte chance que ce soit de la couverture 4. Est-ce que vous avez des questions? Non, on est bon sur cette partie. Ok. Je vais poser la question. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ok. Pour finir, alors je ne peux pas être exhaustif sur les concepts. Ce que je peux vous dire, c'est que n'inventez rien. Prenez les choses qui existent, qui sont des concepts qui existent depuis longtemps, qui sont travaillés, et du coup pour lesquels vous allez trouver beaucoup de vidéos, d'explications. Des fois, c'est difficile de prendre un playbook juste comme ça et puis de dire tiens, ils font ça, on va faire la même chose. C'est bien d'essayer d'étudier ça en complétant par des vidéos. On a la chance maintenant, en 2021, de trouver énormément de vidéos, de coachs. Il y a de tout sur Internet, mais il y a de très bonnes choses. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément, dans un premier temps, réfléchir pour inventer des concepts. Prenez ceux qui existent. Et là, je vous en ai placé quelques-uns. Ils sont en formation, ce qu'on appelle 2 par 2, donc 2 receveurs de chaque côté. On a du 3 par 1 aussi qui existe, 3 receveurs d'un côté et 1 de l'autre. On a vu tout à l'heure qu'il y a des formations, il y en a dans tous les personnels, 21, 11, etc. Mais moi, je vous conseille de prendre ce qui existe, ensuite de regarder par rapport aux qualités athlétiques de votre quarterback, ce qu'il est capable de lancer, de regarder les qualités athlétiques de vos receveurs. Ça ne sert à rien d'avoir des tracés avec 2 changements de direction. Si vous avez des receveurs qui manquent de vitesse, qui perdent leur vitesse quand ils font un cut, ce n'est pas la peine du coup leur en infliger 2. Si également vous avez une ligne offensive qui a vraiment du mal à protéger, eh bien restez sur du quick passing game. Changement de direction rapide, ou alors aller chercher de la verticalité si vous avez peut-être 1 ou 2 très bons receveurs très rapides ou qui ont de la taille, et d'aller chercher les concepts en fonction des ingrédients que je vous ai donnés. Donc, qualité du quarterback, qualité des receveurs et qualité de la protection de passe. Est-ce qu'on est capable de protéger avec seulement 5 joueurs de ligne? Et donc, dans ce cas-là, on peut sortir notre running back. Est-ce qu'on est en difficulté sur la ligne pour protéger? On est constamment battu. Dans ce cas-là, ne sortez pas votre running back en tracé, gardez-le dans votre protection. Est-ce qu'on est sur, après, il y a d'autres aspects, est-ce qu'on est sur de la protection big on big ou quick passing game, etc. Ça ferait l'objet d'autres cliniques. Mais il faut vraiment prendre en considération tous les paramètres, les qualités et les défauts de votre équipe. Puis aussi, si vous les connaissez, les qualités et les défauts de vos adversaires. Il y a des concepts qui marcheront très bien, peut-être 4 matchs sur 5, et contre une équipe, ça ne marchera pas. Parce que, de par sa formation défensive, on vient de les voir, de par ses qualités, les qualités athlétiques de ses joueurs, de par la pression qu'ils peuvent mettre, etc., eh bien, il y a des concepts qui marcheront plus ou moins bien selon tel ou tel adversaire. Là, je vous en ai présenté quelques-uns, mais vraiment, il y en a beaucoup. Le smash, alors un concept de smash, c'est toujours un hitch du receveur qu'on appelle numéro 1 à l'extérieur et numéro 2 à l'intérieur. Et s'il y avait un 3e receveur, on l'appellerait le numéro 3. Ça peut être un tight end. Donc là, ici, on a le wide qui est numéro 1 qui court un hitch à 5, se retourne vers l'intérieur. On a le numéro 2 qui est le slot qui va courir un corner, tracé corner. C'est très bon pour battre de la couverture 0, de la couverture 1 et de la couverture 2. Ça sera plus délicat contre de la couverture 3 de compléter le tracé corner, mais par contre, sur de la couverture 3, eh bien, le hitch va être ouvert, puisque le corner qui était face à lui va prendre de la profondeur.
Donc, en fonction de la lecture pré-snap du quarterback, si le smash est appelé, il sait que si c'est de la 3, il va vouloir lancer sur le hitch. Si c'est 0, 1, 2, il va jouer le tracé corner en voulant toujours placer la balle à l'extérieur du receveur. Ça reste du quick passing game. Concept de mesh, eh bien, c'est ce croisement des tracés des deux slots. On vient attaquer la hanche du linebacker. On vient attaquer souvent, les linebackers vont partager la distance. Quand vous êtes aligné en 2 par 2, comme ça, on est en personnel 10, il nous reste un running back ou alors on pourrait être un empty. Les linebackers ont pour habitude de partager la distance en 2, entre le coin de ligne, le tackle, et puis le slot. C'est la position préférentielle des linebackers. Donc, en tout cas, qu'on va rencontrer le plus souvent. Le receveur doit aller mettre le doute dans la tête du linebacker et attaquer tout de suite sur son premier pas la hanche extérieure du linebacker. Et puis ensuite, à une profondeur de 3 et 4 yards ou de 4 et 5 yards, courir un drag à pleine vitesse, au quart arrière de trouver la fenêtre qui va s'ouvrir. Elle peut être à l'intérieur, entre le mic et les outside, ou alors, s'il a du temps pour le faire, qu'on a de la vitesse, on va attendre qu'il y ait un des deux joueurs qui ait dépassé le dos d'un linebacker. Si vous voyez que, par exemple, le linebacker qui est à droite croque un peu légèrement sur le tracé in drag de son receveur, il va être orienté vers l'intérieur et du coup, le tracé drag du second receveur va pouvoir peut-être passer dans son dos et là, peut-être que la fenêtre va être juste à son extérieur. Encore une fois, c'est question de qualité de vos joueurs. En général, les slots sont des joueurs de plus petite taille, mais avec davantage de vitesse, plus de qualité de changement de direction aussi. Et les receveurs extérieurs, les wide, vont être des joueurs de grande taille, avec une excellente détente pour aller chercher des balles hautes, parce qu'on va avoir des tracés profonds, donc potentiellement moins précis, sur du post, du corner, sur du fade, sur du comeback à 12 ou sur des doubles changements de direction. Et puis voilà, après je vous ai mis encore deux concepts. Drive, on veut drive, ça vient de driver le terrain, c'est-à-dire qu'on traverse le terrain. Là encore, les autres tracés ont pour but de créer des failles dans la défense. On va attirer le safety si on a de la couverture 2. On va avoir un post ici qui va monopoliser le safety du play side. On va avoir un tracé corner qui peut s'ajuster pour monopoliser le deuxième safety ici. Et du coup, on a une bulle qui va s'ouvrir. Donc, on va pouvoir envoyer le dig qui va être à 7, à 8, à 9, à 10. C'est à vous de voir, encore une fois, le timing qu'il vous faut pour lancer la balle, si vous avez une belle qualité de protection ou pas, si vous avez une belle qualité de vitesse de votre receveur. Ben voilà, on peut être amené. Il y a des équipes qui jouent dig à 7, puis d'autres à 12. Hein, ça va dépendre. Lorsqu'on monte vertical, eh bien, le linebacker va très souvent accompagner. Il va avoir pour but de jammer le receveur, de rester un petit peu avec lui. Du coup, il libère son curl ici. Quand il libère le curl, eh bien, on a le drive qui va venir occuper cet espace. Et puis, ça ne sera pas la première lecture, mais en deuxième ou en troisième lecture, on va aller jouer le drive. Et puis ensuite, un concept classique, 4 verticales. On a du 3 verticales lorsqu'on a 3 receveurs. Vous voyez qu'on est capable d'ajuster nos tracés en fonction de la couverture qui est présentée. Donc, si on a un seul safety au milieu, middle of the field close, eh bien, on ne va pas aller vers lui. On va avoir plutôt tendance à jouer le long des hash marks et puis de dire au quart arrière, ta clé de lecture, c'est le safety. En fonction de où il ouvre, eh bien, tu lances à l'opposé. Si on a une couverture 3, c'est simple. Corner vertical, et puis votre safety milieu qui va devoir faire un choix. S'il fait le choix d'aller à droite, eh bien, on va lancer à gauche, très simplement. Ça, voilà, c'est des automatismes qui se prennent à l'entraînement. On peut aussi tout à fait dire que 4 verticales, si on voit de la couverture 3, on reste sur 2 verticales à l'intérieur et puis on transforme
tout est transformé par exemple en hitch sur le côté, ou en comeback, ou en dig. À vous de voir. Voilà, donc on ne peut pas parler des concepts, on peut pas, enfin on pourrait, mais c'est fastidieux, il y en a des centaines. Donc voilà, c'est à vous de voir, comme je vous ai dit, de bien identifier, comme on dit, ce que vous avez en magasin, quelles sont vos armes à vous, et de voir ce que vous pouvez jouer en étant efficace. Là, des fois, je dirais le défaut, ça peut être de trop vouloir recopier sur les concepts, oui, mais le défaut serait de vouloir absolument faire ce qu'on voit à la télévision, mais on n'est pas capable. On n'est pas toujours capable de dire, OK, on fera un comeback à 18. Faire un comeback à 18, ça demande énormément de qualité, et je vous en ai parlé, la protection, qualité de QB, qualité de vitesse du receveur, etc. etc. Donc, il faut se contenter de ce qu'on est capable de faire, mais par contre, tout faire pour avoir un taux de complétion le plus important possible, un taux de réussite le plus important possible. Et en fait, la clé du succès, elle est là. Quand vous complétez 3 passes sur 4, vous forcez la défense à vous respecter à la passe. Quand vous complétez une passe sur 8, vous permettez à la défense de ne plus vous respecter finalement sur le jeu de passe, et d'amener ils vont peut-être se dire en face, on peut se permettre de rusher un gars supplémentaire parce que de toute façon, ils complètent une balle sur 8 ou une balle sur 6, ils ne sont pas terribles à la passe, on a peu de risque de prendre des yards, donc nous, on va prendre un risque, on va blitzer un gars supplémentaire à chaque jeu, etc. etc. Donc il vaut mieux avoir un fort taux de complétion pour un nombre de yards moyen, plutôt que de tenter toujours la verticalité, la profondeur, et d'être en échec tout le temps. On veut avancer le ballon sur le terrain, c'est un jeu de gagne-terrain. On veut garder la possession de la balle pour éviter que l'adversaire soit en attaque sur le terrain. Donc, il faut se contenter de petits gains. Et moi, je dirais que à l'entraînement, il faut toujours être sur le dos du quarterback et lui dire de lancer au premier maillot ouvert. On a des clés de lecture, on a une clé de lecture, une deuxième. Ne pas tenter le diable, mais vraiment, ça commence à l'entraînement. On ne peut pas être à 1 sur 8 à l'entraînement, à 2 sur 10 à l'entraînement, puis le jour de match, être tout d'un coup, par miracle, à 7 sur 10. Ce qu'on fait à l'entraînement, c'est ce qu'on fera en match. Et souvent moins bien en match parce qu'il y a en plus la pression. Donc, insistez auprès de vos quarterbacks pour jouer vraiment. Si c'est petit gain, c'est le petit gain, c'est pas grave. Mais le premier maillot ouvert, le premier maillot de sa couleur qui est ouvert, et jouer la complétion. Une balle complétée à 4 yards qui peut se transformer en gros gain que de tenter la balle à 20 yards systématiquement. Et puis après, avec le temps, avec l'expérience, vous aurez davantage de possibilités de le faire. Mais voilà, ce que je pourrais vous conseiller si vous avez des jeunes quarterbacks et des jeunes receveurs dans votre club. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Non, c'était parfait, c'était parfait. Vous avez un peu parlé dans le détail, et, ça nous a énormément plu. C'est le cas pour la majorité. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, merci beaucoup. J'espère que ça vous sera utile. Et vous avez mes coordonnées. Vous pouvez passer par Soufiane, évidemment. Je serais ravi de refaire des temps d'échange en individuel avec des personnes qui le souhaiteraient. Ce serait un plaisir. Avec plaisir, Charles. Voilà, écoutez. Et merci beaucoup pour tout. Merci à vous. Et puis, merci beaucoup. Bon courage par la suite. Et c'est vraiment une belle initiative que vous avez mis en place, donc c'est cool. Merci beaucoup et à très bientôt. On aura une autre session prochainement. Ouais, on calera ça bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Bon courage, les amis. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde et on se revoit avec une autre session ce soir à partir de 20h30. Bonne soirée. Au revoir.